Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre a parrainé à l'inauguration du Centre de ressources et des compétences. Au Sénégal, à présent, la victoire du PASTEF officiellement confirmée. Les détails dans ce journal. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce mercredi, en fin d'après-midi, le pays en termes d'un déplacement personnel d'une dizaine de jours en France. Le retour du chef de l'État se produit à un moment clé du calendrier national où notre pays a l'habitude de retrouver son rythme habituel. Cela nous permet d'aborder avec détermination et enthousiasme les défis liés à notre accès au développement durable. Ensuite, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a parrainé ce jeudi 21 novembre 2024 à Djibouti-Ville l'inauguration du Centre des ressources et des compétences. Le reportage avec Samatar. Le Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, a parrainé aujourd'hui l'inauguration du Centre de ressources et des compétences. Cette cérémonie, qui a eu lieu au siège du CRC, situé près de la zone portuaire de Doralé, s'est déroulée en présence de M. Mohamed Al Youssouf, assurant l'intérim du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, et de Mme Mouna Ousmane Aden, assurant l'intérim du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'ambassadrice de l'Union européenne en République de Djibouti auprès de l'IGAD, Mme Denissa Elena, l'ambassadrice de France en République de Djibouti, du président de la Chambre de commerce de Djibouti et du directeur de l'Agence française de développement à Djibouti. Géré par une association à gouvernance paritaire entre le public et le privé, le CRC est un centre de formation professionnelle d'excellence à vocation régionale pour les métiers du transport et de la logistique portuaire à Djibouti. La construction de l'équipement du CRC, l'accompagnement, la professionnalisation de tous les acteurs de la filière transport logistique portuaire, l'adéquation entre la formation et l'emploi dans ce secteur porteur de l'économie djiboutienne. Sans oublier le renforcement des capacités de gestion des projets complexes de la Chambre de commerce de Djibouti et l'appui à son rôle d'interface du dialogue public-privé s'inscrivent dans le cadre de réalisation du projet de formation professionnelle. Ce projet a bénéficié à l'appui de l'Union européenne, bailleur de fonds principal, avec un financement de 10 millions d'euros à travers son fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. L'Agence française de développement, délégataire de ce financement, a contribué à ce projet, à concurrence d'1 million d'euros. À noter d'ouvrage de ce concours à travers la mise également de la contribution de la Chambre de commerce de Djibouti, mettre à disposition à titre gracieux du terrain, cofinancement du marché des travaux d'une superficie de 12 000 m², prêt à accueillir la construction du CRC. Le projet Transform est issu du partenaire entre l'Union européenne, la France et le gouvernement djiboutien, qui s'est matérialisé à travers les accords entre, d'une part, la Chambre de commerce de Djibouti et le port de Djibouti, et d'autre part, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et l'Association française pour le développement de la formation professionnelle, transport et logistique. On écoute à présent les réactions respectives de l'ambassadrice de France et de l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça ne nous arrive pas tous les jours d'inaugurer quelque chose dont on est particulièrement fier, mais en plus dont on aurait envie d'en être. Et évidemment, nous sommes ici unis pour donner des perspectives à la jeunesse et augmenter l'employabilité. Mais je crois que la formation professionnelle, c'est l'histoire de toute une vie professionnelle. Et je pense que dans la construction du centre, un soin particulier a été pris pour permettre aussi la requalification, on a entendu parler de ça. Et quand je vois l'énergie que se dégage de ce lieu, l'organisation, on parlait avec la ministre,
ça se déroule parfaitement. On voit qu'on a affaire à des logisticiens professionnels quand même. Tout se passe bien. Et parce qu'on est à Djibouti, tout se passe avec le sourire, évidemment. Cette thématique nous est chère à l'Union européenne aussi. Nous partageons les mêmes opportunités et les mêmes défis. En effet, fort de la conviction que le développement des compétences est important, nous avons déclaré 2023 l'année européenne des compétences. Et les leçons que nous avons apprises et que nous mettons en pratique sont les mêmes que celles qui ont bâti et qui vont continuer de développer ce centre, notamment d'investir plus dans l'enseignement, dans le perfectionnement professionnel, également de mieux coopérer avec les entreprises. Et comme le secteur portuaire représente un pilier fondamental de l'économie djiboutienne, son dynamisme est essentiel. On écoute à présent le président du Chambre du commerce, M. Youssouf Moussa Dawale. Ce moment représente l'aboutissement d'une vision collective et d'un effort soutenu à travers les projets Transform pour répondre aux besoins cruciaux de notre économie pour notre jeunesse. Ce centre est bien sûr un lieu de formation, mais aussi un lieu d'échange. Il incarne un projet multidimensionnel, une initiative ambitieuse conçue pour moderniser, professionnaliser l'un des secteurs stratégiques de notre pays. La filière transport, logistique, portuaire et bientôt digitale est l'œuvre d'une vision politique du chef de l'État, président de la République, et de son gouvernement pour mettre en place une vision 2035 qui reste une vision claire pour le secteur public comme pour le secteur privé. On écoute à présent la ministre Mona Ousmane Aden, la ministre de l'Éducation par intérim. Voici ses propos. Ce projet structurant montre et marque une nouvelle étape dans la transformation de Djibouti en un hub logistique au premier plan en Afrique. En effet, ce centre constitue un jalon important sur la voie de la concrétisation des objectifs stratégiques initiés par notre président, M. Ismaël Omar Guelleh, et porté par des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, pour améliorer les conditions de vie de la population et lutter contre le chômage des jeunes. Mesdames et messieurs, grâce à un investissement conséquent, financé en grande partie par l'Union européenne et exécuté par l'AFD, ce centre formera davantage des personnes au métier du port et de la logistique. Ces professionnels formés aux dernières technologies et aux meilleures pratiques internationales seront les acteurs clés de l'essor économique de notre nation. En effet, l'objectif poursuivi à travers cette importante initiative est simple et essentiel. Aligner les compétences de notre jeunesse sur les besoins spécifiques d'un marché en constante évolution, tout en contribuant à la croissance économique et à la réduction du chômage. Il s'agit d'une approche visant à instaurer un cercle vertueux où l'éducation et la formation répondent directement aux besoins du secteur, tout en dotant notre économie de compétences nécessaires pour croître et prospérer. Ce centre permettra non seulement de former des jeunes djiboutiens aux métiers d'avenir, mais aussi de requalifier les travailleurs existants pour leur permettre de saisir une nouvelle opportunité. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que ce centre, associé aux autres initiatives menées par le gouvernement, permettra à Djibouti de consolider sa position de hub logistique en Afrique. À terme, nous souhaitons faire de Djibouti une plateforme multimodale intégrant les transports maritimes, ferroviaires, routiers et aériens. On écoute à présent l'allocution du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a parrainé cette cérémonie. L'inauguration du Centre des ressources et des compétences n'est pas seulement l'ouverture d'un nouveau bâtiment, mais la concrétisation d'une vision collective. Ce centre répond à un besoin impératif de former
celui de compétences solides à la hauteur des défis et des métiers portuaires, de la logistique, du transport, pilier de notre économie nationale. Il s'inscrit dans la continuité de notre vision 2035, un projet ambitieux et porteur d'espoir pour Djibouti. Depuis son lancement, chaque programme quinquennal nous a permis de renforcer nos ressources, d'accroître nos compétences et de saisir les opportunités qui se présentent à nous, tout en restant concentrés sur notre mission de faire de Djibouti un hub régional incontournable. La position géostratégique unique de notre pays est notre atout. Notre ambition est de le transformer en opportunité en garantissant que les jeunes Djiboutiennes et Djiboutiens possèdent les compétences nécessaires pour être les leaders de demain. Ce centre, sans aucun doute, l'illustration ardente de la vision du chef de l'État qui place le capital humain au cœur de la transformation de notre pays en stimulant la formation d'une génération de Djiboutiennes et Djiboutiens prêts à relever les défis du monde moderne. Comme il l'a souvent rappelé, la véritable richesse de Djibouti réside dans la compétence et le potentiel de ses filles et fils. Citation du chef de l'État. Ce centre incarne donc intrinsèquement cette conviction et renforce notre marche collective vers une nation plus forte et plus résiliente. Le centre des ressources et des compétences que nous inaugurons aujourd'hui est une réponse directe aux exigences de l'ère moderne. Nous faisons face à une concurrence régionale accrue avec des voisins qui investissent également dans leurs infrastructures portuaires. Nous relèverons ces défis en renforçant notre corridor logistique qui, en tant qu'extension naturelle de nos ports, permet de lier plus efficacement les ressources humaines, les infrastructures et les technologies. Autre actualité de ce soir, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui à la primature M. Mike Scully, CEO de la société internationale franco-australienne CWP Global, accompagné de M. Nouri Shahid, directeur du développement commercial, de M. Samba Thiam, conseiller Afrique. La délégation a été accompagnée par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi. La CWP Global pilote actuellement le développement de Hayo Green Hydrogen Hub, un projet stratégique situé à Obok. Ce projet met en avant le potentiel exceptionnel de la région qui réunit des conditions naturelles idéales pour la production d'hydrogène vert à partir de l'accès à l'eau de mer, des vents particulièrement favorables ainsi qu'une excellente exposition solaire. Les échanges ont porté sur les avancées notables du projet ainsi que sur les prochaines étapes nécessaires à sa concrétisation. Un point central de la discussion a été la création d'un comité interministériel chargé de superviser le développement du projet, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'un code de l'hydrogène à Djibouti. Cet encadrement légal est une condition clé pour faciliter les investissements et finaliser un accord substantiel entre la CWP Global et le gouvernement djiboutien. L'objectif est de permettre le lancement des travaux d'infrastructures nécessaires à la production, la commercialisation et l'exportation de l'hydrogène vert sur les marchés internationaux. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie de Djibouti pour devenir un membre actif de l'Organisation africaine de l'hydrogène et promouvoir l'essor de la zone économique d'Obok en capitalisant sur sa position stratégique à proximité des principales lignes maritimes. Cette vision s'aligne avec l'objectif stratégique de Djibouti à l'horizon 2035 de devenir un hub régional de la transition énergétique et du développement durable, notamment en répondant à la demande croissante des navires fonctionnant à l'hydrogène vert. Cette réunion s'est déroulée en présence du chef du cabinet de la primature, M. Ali Silaï, et du directeur de l'énergie, M. Koulet Mohamed.
Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guédi, a également reçu ce matin la délégation CWP Global dans son cabinet. Le ministre de l'Énergie a accueilli chaleureusement M. Mike Scoley, CEO de la Société internationale franco-australienne, accompagné de M. Nouri Jaïd, le directeur général du développement commercial et le conseiller de Afrique. Dans les deux côtés, les échanges ont porté sur les états d'avancement notables du projet ainsi que les prochaines étapes à sa concrétisation. La discussion a été la création du comité interministériel chargé de la supervision du développement de ce projet, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption du code de l'hydrogène à Djibouti. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie de Djibouti pour devenir les membres actifs de l'Organisation africaine de l'hydrogène vert. Direction la Chine à présent, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahmoud, poursuit sa visite en Chine. Le reportage avec Mohamed Abdelrahman. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, poursuit sa visite en Chine. Après avoir participé à la conférence mondiale sur la langue chinoise à Pékin, le ministre s'est rendu à Chengdu, dans la province de Sichuan. Ce déplacement marque une étape décisive dans le renforcement des liens éducatifs et culturels entre Djibouti et la Chine. À Chengdu, le ministre, à la tête d'une délégation de hauts cadres et des proviseurs des lycées et de son département, s'est rendu à l'université normale de Sichuan, où il a co-présidé aux côtés du président de l'université normale de Sichuan la réunion annuelle du conseil d'administration de l'Institut Kofocus de Djibouti. Cette réunion, qui s'est déroulée dans un climat de coopération et d'engagement mutuel, a permis de dresser le bilan des activités de l'année écoulée, tout en définissant les grandes lignes pour l'avenir. Madame Ron Saïd Hadj Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut Kofocus de Djibouti, a présenté un rapport détaillé mettant en avant les succès obtenus dans l'enseignement de la langue chinoise ainsi que les efforts déployés pour promouvoir des échanges culturels entre les deux pays. Dans son intervention, le ministre a indiqué la nécessité d'étendre l'offre éducative aux régions de l'intérieur, de disponibiliser davantage de ressources didactiques et pédagogiques de qualité aux différents niveaux et de mettre en place des programmes adaptés aux réalités locales afin de garantir une intégration harmonieuse de la langue chinoise dans le système éducatif. Il a également mentionné l'importance de former des enseignants locaux capables d'enseigner le chinois tout en tenant compte du contexte culturel djiboutien afin de créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et efficace. Dans une marque de reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'enseignement du chinois, de son engagement à promouvoir l'éducation et les échanges culturels entre Djibouti et la Chine, le président de l'université normale de Sichuan, Dr Zhao, a décerné au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, la distinction honorifique de professeur émérite. Ce titre prestigieux honore non seulement les efforts du ministre pour promouvoir le multilinguisme, la langue et la culture chinoise à Djibouti, mais aussi sa vision pour une coopération éducative plus étroite entre les deux pays. Ces distinctions témoignent aussi de la reconnaissance des efforts déployés par Djibouti pour diversifier ses partenariats éducatifs et renforcer la qualité de son système éducatif. Peu de temps après, le ministre et sa délégation ont effectué une visite de travail au collège professionnel urbain de Maïchen, un établissement réputé dans la formation technique et professionnelle. Les membres de la délégation ont pu découvrir les différents ateliers spécialisés où les étudiants développent des compétences pratiques grâce à des équipements de dernière génération. La visite a également inclus une présentation des méthodes de travail pédagogiques innovantes mises en place par le collège pour garantir une formation adaptée aux exigences du marché de travail, notamment l'intégration des technologies numériques et des outils de simulation dans l'enseignement. Cette immersion dans l'univers éducatif et technique du collège urbain de Maïchen a permis au ministre et à sa délégation d'identifier des pistes de coopération prometteuses pour renforcer l'enseignement technique à Djibouti. La visite a été suivie d'une réunion de travail avec l'équipe de la direction. Au cours de cette rencontre, les bases d'un partenariat stratégique
entre le MENFOP et le collège urbain de Maïchan ont été posées. Le ministre a exprimé la volonté de coopérer et de renforcer les liens entre les deux institutions en visant des échanges de bonnes pratiques pédagogiques et le développement des programmes conjoints de formation technique et professionnelle. Les discussions ont permis d'identifier les domaines de coopération prioritaires comme la formation des enseignants et des talents, entre autres. Durant la deuxième journée de sa mission de travail dans la province de Sichuan, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est ensuite rendu à l'Institut polytechnique de Sichuan. Durant la deuxième journée de sa mission de travail dans la province de Sichuan, le ministre s'est rendu à l'Institut polytechnique de Sichuan, un centre d'excellence en matière de formation technique et scientifique. Le ministre et sa délégation ont pu découvrir les installations modernes de l'Institut, rencontrer des professeurs et échanger sur les pratiques éducatives innovantes mises en place pour former les jeunes hautement qualifiés dans les domaines techniques et scientifiques. Chaque étape de cette visite visait à mettre en lumière la capacité de l'Institut polytechnique de Sichuan à allier théorie et pratique pour répondre aux défis technologiques contemporains. Cette visite de travail a permis de poser les bases d'une future coopération dans le domaine de l'enseignement technique et a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente entre l'école d'excellence et l'Institut polytechnique de Sichuan. Ce partenariat vise à renforcer la coopération académique et technologique entre les deux institutions. L'objectif est de permettre aux étudiants de l'école d'excellence d'accéder aux meilleures ressources pédagogiques et technologiques. Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans le développement d'un pôle d'excellence technologique à Djibouti avec l'ambition de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de spécialistes capables de répondre aux besoins du pays en matière de technologie et d'innovation. Ensuite, le ministre, aux côtés de sa délégation, s'est rendu à l'école primaire expérimentale affiliée à l'université normale de Sichuan en vue de tisser le lien de coopération gagnant-gagnant. Après des discussions fructueuses avec les responsables de l'école, un protocole d'accord a été signé entre l'école primaire expérimentale affiliée à l'université normale de Sichuan et l'école d'excellence de Djibouti. Cet accord a pour objectif, entre autres, de favoriser l'échange d'expertise, le renforcement des compétences des enseignants et l'adoption de nouvelles pratiques pédagogiques et par conséquent ouvre la voie à un partage fructueux d'expériences dans le dessein de consolider les ambitions d'excellence. En marge de sa visite à Chengdu, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité l'école primaire affiliée à l'orchestre symphonique de Sichuan. Les détails toujours avec Mohamed Abdrahman. En marge de sa visite à Chengdu, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité l'école primaire affiliée à l'orchestre symphonique de Sichuan, une institution qui intègre l'éducation musicale dans le cursus scolaire et où les élèves bénéficient d'une éducation musicale de haut niveau dès leur plus jeune âge. La visite a été marquée par des démonstrations musicales de la part des élèves, mettant en lumière l'importance de l'art et de la culture dans l'éducation globale des enfants. Elle a permis aussi de constater la qualité de l'enseignement musical prodigué dans cette école et d'apprécier le talent exceptionnel des élèves. Le ministre a salué le dynamisme et la créativité des élèves qui représentent un modèle inspirant pour promouvoir la musique et la culture auprès des jeunes générations. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger avec les responsables de l'établissement sur les bonnes pratiques pédagogiques en matière d'éducation musicale et d'explorer les possibilités de collaboration future pour encourager les jeunes talents. Aussi, la délégation ministérielle a participé à une soirée culturelle à l'Opéra de Sichuan. Ce moment
de détente a permis aux membres de la délégation de découvrir les trésors artistiques de la région, en particulier l'opéra traditionnel de Sichuan, réputé pour sa richesse culturelle et ses performances spectaculaires. De plus, la délégation a visité le musée de Sansu, situé à Maïchan, reconnu pour sa riche collection d'objets d'art historique qui offre un panorama fascinant sur le patrimoine culturel de la région. Annonce météo à présent en fin de soirée de ce jeudi 21 novembre et demain matin, vendredi 22 novembre 2024. L'atmosphère sera très humide et instable. Le ciel sera très nuageux avec forte probabilité de pluies intermittentes, accompagnées parfois des orages sur les régions côtières, y compris Djibouti-Ville. La visibilité sera bonne et parfois réduite sous les précipitations. La mer sera peu agitée, localement agitée. Le mercredi 20 novembre 2024, une cérémonie solennelle a marqué la signature d'un accord cadre de partenariat entre le ministère de la gouvernance locale de Libye et le ministère délégué chargé de la décentralisation de Djibouti. Cet événement couronne une semaine riche en échanges et visites à Tripoli, symbolisant une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Les deux ministres ont salué cet accord comme une opportunité unique de développement durable et inclusif pour les collectivités locales des deux pays. Le ministre de la décentralisation de Djibouti a souligné que cette collaboration constitue également une occasion de consolider les liens historiques entre Djibouti et la Libye. Ce partenariat inaugure une nouvelle ère de coopération décentralisée fructueuse entre les deux nations tournée vers les enjeux de décentralisation et de gouvernance participative. Il témoigne de la volonté commune de renforcer les capacités des collectivités locales. La cérémonie de signature empreinte de solennité et d'espoir marque le début d'une dynamique durable porteuse de progrès pour les populations libyennes et djiboutiennes. Et donc aujourd'hui, jeudi, ce matin, à 8h00, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu son excellence M. Hu Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu M. Hu Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine, au sein de l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan. Cette rencontre qui a permis d'aborder les préparatifs liés à l'arrivée imminente du navire hôpital chinois Arche de paix. Attendu à Djibouti du 6 au 13 décembre prochain, l'Arche de paix effectuera sa troisième visite dans le pays après des missions humanitaires remarquées en 2010 et 2017. Durant son escale, ce navire médical de pointe offrira des soins à la population djiboutienne souhaitant se faire soigner à bord. La réunion a réuni plusieurs acteurs essentiels, parmi lesquels M. Mohamed Moussa Abr, commandant du port de Djibouti, les hauts responsables du service de santé des forces armées djiboutiennes, de la marine nationale, de la direction générale des relations internationales. Les échanges ont permis de définir diverses mesures de coordination pour garantir l'accueil, la sécurité, le séjour et le départ du navire dans les meilleures conditions. D'autres réunions de coordination seront organisées dans les jours à venir afin de finaliser les préparatifs. Par ailleurs, un communiqué officiel sera émis par le ministère de la Santé pour informer les citoyens des modalités à suivre pour bénéficier des soins prodigués à bord. Docteur Catherine Arvieux du CHU de Grenoble a tenu une conférence captivante sur la médecine, la recherche médicale et la pratique hospitalière à l'hôpital militaire de Djibouti. Un événement qui a réuni étudiants de la faculté de médecine ainsi que de médecins de l'hôpital militaire qui avaient
pour objectif de partager des connaissances cruciales sur les dernières avancées dans ces domaines clés de la santé. La conférence a abordé une série de sujets essentiels, incluant les défis contemporains dans la recherche médicale, les évolutions récentes des pratiques cliniques et l'importance de l'innovation dans le secteur de la santé. Le docteur Catherine a souligné l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et les structures hospitalières pour garantir une prise en charge optimale des patients, tout en mettant en lumière les opportunités offertes par les chercheurs, par la recherche, pour améliorer les soins médicaux. À cette occasion, les étudiants en médecine et les praticiens de l'hôpital militaire ont eu l'opportunité d'échanger avec le docteur Catherine et de poser des questions sur les perspectives de la médecine moderne. La conférence a également permis de renforcer les liens entre la faculté de médecine de Djibouti et les établissements de soins de santé locaux, encourageant la formation continue et la mise en œuvre des meilleures pratiques. Autre actualité de ce soir, direction le Nord où l'autorité intergouvernementale pour le développement a organisé une formation de haut niveau à Tadjoura du 19 au 24 novembre 2024 sur la gestion intégrée des frontières et la mise en œuvre des régimes de libre circulation des personnes. Pour le développement a organisé une formation de haut niveau à Tadjoura du 19 au 24 novembre sur la gestion intégrée des frontières et la mise en œuvre d'un régime de libre circulation des personnes. Le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas Ahmed, a parrainé la cérémonie d'ouverture de l'atelier en présence des officiels du ministère de l'Intérieur, de l'IGAD, de l'OIM, de l'Union européenne. Cette initiative soutenue par l'OIT, l'Union européenne et l'ACBC vise à renforcer les capacités des agents, des policiers, des frontières et de l'immigration des États membres de l'IGAD afin de faciliter la mobilité des personnes tout en assurant la sécurité. Les principaux objectifs de cette formation étaient de améliorer les connaissances et les compétences. Les participants ont acquis de nouvelles connaissances sur les meilleures pratiques en matière de gestion des frontières, les systèmes d'information frontaliers et la lutte contre la traite des êtres humains. Renforcer la coopération régionale. La formation a favorisé les échanges et la coopération entre les différents services de l'immigration. Les États membres mettent en œuvre le protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes. Les mesures à mettre en œuvre pour sa mise en œuvre effective. Lucie, coordinateur du programme Libre circulation des personnes et transhumance du secrétariat de l'IGAD, a déclaré que cette formation s'inscrit dans le cadre de notre engagement à promouvoir l'intégration régionale et à favoriser les agents frontaliers. Nous contribuerons à créer un environnement propice à la libre circulation des personnes tout en luttant contre l'immigration irrégulière. On écoute à présent l'allocution du préfet de la région de Tadjoura. Et la libre circulation des personnes, des biens et des services et de la transhumance dans la région du Liga, qui regroupe Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, la Somalie et le Soudan du Sud et le Soudan et l'Ouganda, abrite une population de plus de 280 millions de personnes. La migration des soins internes, transfrontalière ou internationale constitue un phénomène humain inévitable et puissant. La migration agit comme un catalyseur. Aux nouvelles mondiales à présent, les États-Unis opposent son veto pour la 4e fois à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le reportage avec Samatar. Les États-Unis opposent son veto pour la 4e fois à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le projet de résolution exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La libération des otages, la prévention des morts de faim a fait l'objet mercredi d'un veto pour la 4e fois de la part des États-Unis. Le projet de résolution soumis par 10 membres élus, l'Algérie, l'Équateur, la Guyane, la Malte, le Mozambique, la Corée du Sud, la Sierra Leone, la Slovénie et la Suisse, a été soumis au vote des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont opposé leur veto alors que les 14 autres membres ont voté oui au projet de résolution. S'exprimant avant le vote, la représentante permanente du Ghana auprès des Nations Unies a souligné que le projet de résolution était le résultat de semaines de négociations entre les membres du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Les projets de résolution appellent un cessez-le-feu et la libération des otages et la prévention de la famine. Le projet de résolution qui rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale stipule qu'à Gaza, toutes les parties sont une nouvelle fois priées d'observer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et durable, ainsi que la libération immédiate, désaconditionnellement, de tous les otages.
Le projet de résolution réclame un accès immédiat aux services de base et à l'aide humanitaire pour la population civile dans la bande de Gaza, dénonçant toute tentative d'affamer les Palestiniens. Les États-Unis ont déjà opposé leur veto à 3 résolutions sur Gaza. La CPI a émis des mandats d'arrêt contre 2 individus, Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024, au moins jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt, a déclaré dans un communiqué à la CPI qui siège à La Haye. La CPI a précisé avoir trouvé des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Gallant portent chacun une responsabilité pénale pour les crimes suivants en tant que co-auteurs pour avoir commis les actes conjointement avec d'autres, le crime de guerre de famine comme méthode de guerre et les crimes contre l'humanité de meurtre et de persécution et d'autres actes inhumains. Les mandats d'arrêt ont été classés secrets afin de protéger les témoins et de garantir la conduite des enquêtes, a déclaré la Cour, mais l'instance considère qu'il est dans l'intérêt des victimes et de leurs familles qu'elles soient informées de l'existence des mandats. La Cour a également précisé qu'elle avait unanimement rejeté les contestations d'Israël basées sur les articles 18 et 19 du statut de Rome. Le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé en mai à la Cour de délivrer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, qui a été limogé début novembre par le Premier ministre israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Ces mandats surviennent alors que l'offensive menée par Israël à Gaza est récemment entrée dans sa 2e année. L'assaut israélien a entraîné le déplacement de presque toute la population du territoire, accompagné d'un blocus délibéré qui a engendré des graves pénuries de nourriture. Actualité à la une de ce journal à présent au Sénégal, les résultats officiels des élections législatives ont confirmé la victoire écrasante des patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Au Sénégal, les résultats officiels des élections législatives ont confirmé la victoire écrasante des patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Le parti au pouvoir a raflé les 40 des 46 départements du pays, en plus de cette circonscription sur les 8 que compte la diaspora, ce qui reconforte davantage l'ancrage du PASTEF dans la sphère politique sénégalaise après la présidentielle de mars dernier. Le parti a réussi à s'imposer même dans les localités jadis considérées comme des bastions imprénables de l'ancien président Macky Sall, qui arrive certes 2e mais très loin derrière ses successeurs au pouvoir. Menacé de poursuites judiciaires dans son pays, l'ex-chef de l'État était à la tête de la coalition Takoualou. Il a battu campagne depuis le Maroc, où il a installé depuis l'avril, une absence qui a énormément fait défaut à son camp. Pendant ce temps, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko possèdent désormais tous les leviers du pouvoir pour mettre en œuvre leurs différentes réformes institutionnelles. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.